Notre rendez-vous avec le monde du libre, c'est avec évidemment l'incontournable, le brillant, le fidèle de Smartech aussi, Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, tu es venu accompagné d'Alexandre Combe, qui est développeur, mais aussi directeur général de Kern Devices. Je ne sais pas si vous le dites en anglais, vous. En anglais, oui. Et ben voilà, donc ça tombe bien. Donc, qui est une entreprise qui est en train de concevoir un ordinateur portable pratiquement entièrement réparable, en tout cas modulaire. En effet. On va en parler dans l'émission. Et puis avec vous, une autre figure tutélaire, Stéphane Fermigier, qui est le président d'Abilian, éditeur donc, de logiciels libres et coprésident du Conseil national du logiciel libre. Merci aussi d'être là. Stéphane, alors... Avant peut-être de rentrer dans le détail de ce que vous produisez, Valentin, Jean-Paul, je voulais d'abord qu'on fasse un point sur qu'est-ce qu'on appelle, parce que là on parle de matériel libre, qu'est-ce qu'on appelle le matériel libre ? Le matériel libre, c'est du matériel dont les plans sont publics, que l'on a le droit de copier, de modifier, d'adapter, exactement comme on aurait le droit de modifier le code d'un logiciel libre. Bon, on en parle quand même beaucoup moins que du logiciel libre, on n'a pas l'impression que ce soit très développé. Alors, en fait, c'est comme le logiciel libre il y a 25 ans, tout le monde s'en sert tous les jours sans s'en rendre compte. Parce que chaque fois que vous connectez à Meta, Instagram ou Twitter, aujourd'hui X, derrière, en fait, vous avez des serveurs qui viennent du projet Open Compute et qui sont du matériel libre, qui aujourd'hui, en fait, dominent complètement les infrastructures de cloud des hyperscalers. Amazon, par exemple, ses switches, ses commutateurs réseau, c'est également du matériel libre. Et en France, Rapid Space, mais aussi Clever Cloud, c'est du matériel libre. Et ce matériel est fait en général par des gens à Taïwan. 3 boîtes qu'on ne connaît pas très bien, Quanta, Wistron et Mitac, qui en fait fabriquent les serveurs du monde entier. Et ces serveurs sont déjà copiés par des sociétés au Brésil, qui refabriquent la même chose, ou d'autres en Europe de l'Est, ce qui fait que même si l'un d'entre eux arrête de fabriquer un modèle, comme on a tous les plans, on peut continuer à produire la même chose n'importe où, aussi longtemps qu'on le souhaite. Et en fait, on trouve plein d'autres types de matériel libre, par exemple des stations de base 5G, mais également des choses un peu moins connues dans le monde de la musique, où des Barcelonais ont créé une groovebox qui s'appelle Zintian, qui est en fait complètement en matériel libre, avec un nombre de synthétiseurs et de sons encore plus important, par exemple, que dans une groovebox Roland. Et alors, ce qui est intéressant dans le monde de la musique, c'est qu'en fait, on voit tout l'avantage du matériel libre. Parce qu'en musique électronique, un morceau de musique électronique est très directement rattaché au matériel du synthétiseur qu'on a utilisé. Ouais. Donc, par exemple, la bande-son des Chariots de Feu, qui a été composée par Vangelis, est directement reliée au synthétiseur Yamaha CS80, dont seulement 2000 exemplaires ont été produits en 1976. Aujourd'hui, il en reste une dizaine. Dans quelques années, ou peut-être dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de CS80. On ne pourra plus rejouer à l'original le morceau de Vangelis. Mais si on prend du matériel libre pour les synthétiseurs, le jour où, par exemple, les gens de Lettonie, qui s'appellent Erika, arrêtent de produire l'un de leurs synthétiseurs, ce qui est arrivé, ils le mettent sur GitHub, et on peut continuer à le reproduire soi-même si on veut continuer à jouer le même morceau. Jean-Paul, je sens le sujet qui passionne, ça sent la prochaine chronique, non ? Ah oui, je suis en train de préparer ça et vous aurez de l'IRCAM, du Gram et un nombre incroyable de créateurs. Ok. Bon, mais on va revenir à notre sujet quand même, qui est le matériel libre, avec notamment notre invité qui est venu nous présenter un début d'ordinateur. Oui, et donc en fait, il y a déjà des ordinateurs portables libres chez Olimex. Olimex, c'est un peu le leader mondial du libre industriel. Ils font des espèces de Raspberry Pi qu'on trouve dans des satellites ou dans des engins miniers, dans des drones. Ils ont aussi fait un ordinateur portable, mais il n'est pas modulaire. Donc comme il dépend d'un vieux microprocesseur, aujourd'hui il est trop lent et c'est pas bon. Et donc dans le téléphone, on a du modulaire qui n'est pas libre, comme le Fairphone. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça et en fait changer toutes les pièces. Oui, c'est le principe, oui. Et en fait, pour qu'il soit davantage éco-responsable. Oui, et puis peut-être changer le processeur ou la caméra. Et donc ce qu'on aimerait, c'est avoir des ordinateurs en matériel libre, modulaires, qui puissent évoluer et qu'on puisse réparer. Et c'est justement ce qu'a fait Kern Device. Donc c'est ce que vous avez fait, ou c'est ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire, alors c'est long. Et c'est pour ça qu'on a un début de projet. Donc là, je vais vous montrer. On a donc un début de prototype en fait de l'ordinateur portable, donc sans l'écran. Et dedans, en fait, on voit qu'il est modulaire, et notamment ce module-ci, qui est en fait le premier produit qu'on va commercialiser bientôt, qui est un clavier mécanique entièrement personnalisable. Donc là, vous
pouvez reconnaître la grande vague de vague, Kanagawa d'Okusai. Et donc, c'est très simple. Chez nous, on peut vraiment tout changer d'un seul... en 30 secondes, on peut changer un élément. Donc là, le touchpad dans ma main. Si on retourne l'ordinateur, hop, voilà, comme ça, eh bien, on peut, en fait, on voit des trappes. Et l'idée... Alors, ça reste un prototype moche, hein, attention, il ne faut pas trop se formaliser. On peut changer en 10 secondes, là, en l'occurrence, un SSD. Ok, Et du coup, super. réparer sans connaître, avoir de connaissances en informatique. L'idée, c'est vraiment de le rendre facile pour tous. Mais alors, parce que vous avez commencé par dire c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans la fabrication d'un PC modulaire? Alors, la technique, c'est maîtrisable. Un des principaux problèmes, c'est le financement. En France, le hardware se finance très mal. D'accord. Libre ou pas. Hein. Ouais. Parce que donc techniquement, vous nous dites finalement c'est pas compliqué. On assemble des pièces comme des Lego, c'est ça? Oui, on assemble des pièces comme des Lego. Alors, il y a forcément du travail, mais c'est gérable. On a des très bons ingénieurs en France. Donc, on sait faire. Les compétences techniques, elles sont là. Le vrai problème, c'est vraiment d'avoir le financement. Par exemple, ce qui nous bloque et le fait de pourquoi, en fait, ce prototype aujourd'hui, il est très gros. Oui. C'est qu'on a une carte mère dedans qu'on achète sur étagère. Mais c'est un point bloquant pour nous. On aurait besoin de fonds pour créer notre propre carte mère et avoir quelque chose qui soit adapté à notre concept. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec ce qu'on trouve, mais c'est pas adapté. Et vous le voyez là, c'est pas marketable tel quel. Et on va aller chercher où les fonds? Vous dites c'est compliqué à comme trouver, mais vous en trouvez un peu. Comme toute start-up, il faut aller faire des levées de fonds. Donc nous, on en cherche une actuellement. Sinon, il y a des subventions. Donc nous, on a eu quelques subventions. Hein. On est supporté par la région Grand Est, par l'Eurométropole de Strasbourg, et on a eu une subvention aussi de l'Union européenne il y a quelques années. Donc ça représente environ 200 000 euros de ce qu'on a eu, et ce qui est dérisoire dans notre industrie. Donc on est déjà très fiers de ce qu'on a réussi à faire avec aussi peu, mais on aimerait passer... Combien de temps? Ça fait combien de temps que ce projet est né? Fin 2016. Et donc, ce qu'on ne paye pas en argent, on le paye en temps. Et c'est pour ça que c'est aussi long. Ouais. Ah oui, 2016. Oui, fin 2016. À combien de personnes? Alors, on est 3 associés. D'accord. On a été jusqu'à 9. Aujourd'hui, on a quelques soucis au niveau de la production avec le clavier. Je pense qu'on en reparlera après. Non, allez-y, dites-nous. Qu'est-ce qu'il a, ce clavier? Il a qu'en fait, on a un sous-traitant. On dépend d'un sous-traitant en fait, à qui on achète les touches de clavier sur étagère. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est des pièces qui sont très complexes. Du coup, qui sont faites en injection plastique et qui doivent être précises au centième. Donc, c'est pas du tout... c'est pas trivial. Et donc le sous-traitant chez qui on l'achète sur étagère a eu des soucis en fait quand ils ont créé ce modèle-là, parce que c'est un modèle nouveau. Et donc ils ont pris presque 1 an de retard, qui du coup nous a empêché de produire et de vendre. Et donc ça a entamé la trésorerie. Alors moi, quand j'entends ces difficultés, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé à un moment? Pourquoi vous avez dit, tiens, on va se mettre à créer, à concevoir, à fabriquer un ordinateur modulaire libre? Déjà parce qu'on aime ça. Face à la montagne à gravir. Déjà parce qu'on aime ça. C'est un challenge qui est vraiment intéressant techniquement. On a aussi des convictions écologiques qui sont fortes. 80% en fait de l'impact aujourd'hui du matériel électronique, c'est à la fabrication. C'est pas à l'utilisation. Donc c'est un défi qu'il faut relever. Et du coup, nous, on est présents pour faire ça en France, parce qu'on aimerait rendre un peu à ce pays ce qu'on nous a donné. Mais alors, donc, on n'a pas les gens aujourd'hui en France comme sous-traitants pour vous fournir les pièces dont vous avez besoin? Alors là, en l'occurrence, le sous-traitant dont je parle, c'est un sous-traitant européen qui est en Allemagne. Et nous, on travaille là sur le clavier. En fait, c'est c'est français et allemand. Donc les tôles, par exemple, sont faites en banlieue de Strasbourg. Il y a des pièces que nous, on fait nous-mêmes. La carte électronique, elle sera faite en Alsace aussi. Donc on sait faire en Europe. Vraiment, le problème, c'est le financement. C'est le financement. Pourquoi on ne trouve pas de financement en France, Jean-Paul? Parce qu'en fait, beaucoup d'investisseurs ont peur de faire autre chose que les autres investisseurs. Donc dès qu'on va dans des domaines technologiques ou dans le matériel, on n'est pas dans la place de marché ou dans la start-up typique qui va déployer quelque chose, un système de vente en ligne ou de numérisation. En fait, on ne sait pas si derrière il y a un marché aussi, s'il y a une demande. C'est peut-être ça, non, l'inquiétude? On ne sait pas plus dans les autres.
Donc d'un côté, c'est plus compliqué on se dit, les autres, ils font des places de marché en ligne hébergées sur Amazon. Lui, il fait un clavier. Pourquoi tout le monde fait ça? Pourquoi je ferais un truc différent? Donc il y a un côté moutonnier chez les investisseurs. Et quand on rentre dans la technique, souvent, ils n'ont pas les experts. Et ils ne comprennent pas. Et donc, on est obligé d'aller assez loin. Bon, il y a un autre sujet, c'est le marquage CE. C'est compliqué à obtenir, ça? Alors, c'est faisable. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez en fait complètement sous-traiter ça à des gens dont c'est le travail, mais si vous avez besoin que ce soit moins cher, et c'est le choix que nous on a fait, vous pouvez faire de l'auto-certification. Et donc là, il faut faire les tests en interne, il faut produire la documentation technique en interne, donc il faut se former. Donc c'est faisable. Mais faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Enfin, dès qu'on fait du matériel, il faut s'accrocher. Ça change, c'est la routine. Et du coup, nous, c'est ce qu'on fait. Il y a des tests qu'on fait du coup nous-mêmes. On produit la documentation qui va avec. Il y a des tests dont on n'a pas pour certaines choses, par exemple la compatibilité électromagnétique, on peut pas le faire en interne. Donc on travaille avec d'autres labos, mais ça nous revient beaucoup moins cher que si on le faisait entièrement externalisé. Alors, je parle du marquage CE, mais plus largement, je voulais qu'on aborde le sujet de la réglementation au niveau européen et comment la communauté du libre vit ces transformations actuelles. On a déjà abordé ce sujet ensemble, Jean-Paul, Stéphane Fermigier. Est-ce que vous avez assisté, participé aux discussions autour du CRA, le règlement sur la résilience, la cybersécurité? Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis maintenant 1 an. Et le fait est que nous, en tant qu'organisation représentative de la filière des entreprises du logiciel libre, en France et en Europe, puisque je représente aussi l'APEL, l'Association professionnelle européenne du logiciel libre, nous n'avons pas été écoutés, nous n'avons pas eu les rendez-vous que nous avons sollicités. Vous n'avez pas été consultés? Ni auprès de la Commission européenne, ni auprès des autorités françaises, en tout cas pas auprès du cabinet de Jean-Noël Barrot, que nous avons pourtant sollicité à plusieurs reprises pour pouvoir nous entretenir de nos inquiétudes. Oui. Même chose, Jean-Paul? Même chose, on est un des 3 premiers éditeurs logiciels libres. On ne nous a jamais contactés pour demander notre avis sur le Cyber Resilience Act. Quelles conséquences alors de ce Cyber Resilience Act? Alors, le Cyber Resilience... Où on en est aujourd'hui du texte? Alors, on en est à ce qu'on appelle le trilogue, donc une négociation entre la Commission européenne, le Parlement et puis le Conseil, donc qui représente les États de l'Union. On entend dire qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, que le texte pourrait être finalisé cette semaine. D'autres pensent que non, qu'il y aura peut-être... donc on ne sait pas, puisqu'on n'a pas eu de contact direct, mais on a quelques échos. Et le fait est aussi qu'il y a 3 versions du texte qui ont été élaborées par chacune de ces 3 institutions et qui maintenant, il s'agit de converger. Dès le début, il y a eu des inquiétudes parce que le texte prévoit une exception, une exemption pour le logiciel libre, mais avec des restrictions, des contraintes dont on ne sait pas et ce qu'elles représentent exactement, notamment et principalement l'utilisation commerciale. Le point épineux pour le libre dans ce texte? Alors, le point le plus épineux à l'heure actuelle, c'est l'exemption ou pas des entreprises, et notamment des entreprises qui ont une activité commerciale autour d'un logiciel libre qu'elles diffusent par ailleurs de manière ouverte, gratuite, etc., etc. Alors, il faut se souvenir que le logiciel libre, c'est quoi? C'est des logiciels qui sont sous une licence particulière, qu'on appelle les licences de logiciel libre ou open source, et que toutes ces licences, sans absolument aucune exception, contiennent, en général écrit en gras, en majuscule, nous ne sommes pas responsables de ce logiciel. À partir du moment où moi, que je sois un particulier, une institution ou une entreprise, je donne un logiciel hors de tout cadre contractuel et sans qu'il y ait une rémunération en échange, comment peut-on exiger de l'auteur ou des auteurs une responsabilité? Alors, donc ça, c'était comme ça que fonctionnait le logiciel libre depuis presque 40 ans. Et donc, la Commission européenne a entrepris finalement de détricoter ce système pour aller vers un système qui, pour l'instant, reste encore très mystérieux. Oui, parce que vous dites qu'il y a quand même une exception qui est prévue pour le libre. Oui, alors... Oui, Jean-Paul? En fait, l'exception, on avait le diagramme très compliqué avant, donc... Si vous ne gagnez pas d'argent, que vous n'êtes pas une entreprise, que vous êtes plusieurs à le développer et qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui le contrôle et en fait toute la liste de contraintes, donc ça concerne à peu près personne, vous ne risquez pas de payer l'amende de 15 millions et vous ne serez pas obligé de payer le cabinet de conseil qui va augmenter d'environ 40 000 € par logiciel, ce que coûte de publier un logiciel libre. Ouais.
Mais inversement, Cairns, vous allez bientôt devoir payer votre cabinet de conseil si vous voulez avoir la marque CE. Oui, parce que ce qu'on explique quand même régulièrement grâce à Jean-Paul ici, c'est que derrière le logiciel libre, ce ne sont pas juste des bénévoles ou des fondations, il y a des entreprises qui financent cet écosystème. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à un règlement comme cela ? C'est effectivement assez compliqué, hein. Ça nous rajoute des coûts, des bâtons dans les roues, alors qu'on en a déjà. Donc c'est effectivement difficile à gérer. Hein, comme... Et quelles sont les solutions alors, oui, ou Stéphane, peut-être oui. Déjà, le problème, encore une fois, c'est ce sur quoi on essaie d'attirer l'attention des législateurs depuis un an. Je pense que c'est de séparer la diffusion du logiciel libre en tant que tel, donc en tant qu'outil de diffusion de la connaissance, en tant qu'outil de partage, etc. Et puis la diffusion ou l'utilisation d'un logiciel libre dans un cadre strictement commercial. C'est-à-dire, moi, éditeur de logiciel, je vends de l'usage, je vends des garanties, effectivement, dans ce cadre-là. Avec des services. Il est 100% légitime d'exiger des contraintes sur la sécurité. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit d'un logiciel qui peut être téléchargé très librement, il me paraît très dangereux d'imposer à ces entreprises qui souvent un business model qu'on appelle freemium, par exemple, pour simplifier un peu. C'est-à-dire qu'il y a le logiciel libre qui est disponible 100% gratuitement, sans contrainte de la part ni de l'acheteur ni du vendeur. Et puis, il y a la version, parfois c'est le même logiciel, parfois ça n'est pas tout à fait le même logiciel, mais il y a le cadre contractuel. Et nous, ce que nous pensons, c'est que si ce CRA arrive et impose à toutes ces entreprises du libre des garanties en matière notamment de sécurité sur la version 100% open source, 100% gratuite, eh bien cela va complètement déstabiliser leur modèle économique. C'est-à-dire quel sera l'argument pour vendre de l'abonnement, du service, de la garantie, si ces garanties sont par ailleurs, si on est obligé de les fournir sur la version 100% open source, gratuite, etc. Donc nous pensons qu'il faut absolument que ce point soit pris en compte et plus généralement prendre en compte de manière un peu plus systémique l'existence d'un écosystème très riche en Europe, des milliers d'entreprises. En France, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. En Europe, c'est peut-être 30 milliards d'euros annuels. Des opportunités énormes en termes de souveraineté numérique européenne. Et tout ça, ça risque effectivement d'être abîmé par des législateurs qui ne cherchent pas à comprendre les mécanismes. Avec le risque de voir des entreprises du libre partir. Merci beaucoup, on est vraiment à la fin de ce rendez-vous. Merci Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, Alexandre Combe pour Cairn Devices. On vous souhaite bon courage pour tous vos projets. Et puis Stéphane Fermigier, PDG d'Abiliand et président du Conseil national du logiciel libre. À tout de suite pour notre rendez-vous avec les cryptos.